Bonjour à tous. J'ai eu la chance, il y a quelque temps, de faire une formation sur comment gérer le stress positivement au quotidien avec Aurélie à la Tournerie et j'ai promis sur Instagram de faire une synthèse de ce que j'y ai appris. Je reprendrai donc dans ce podcast quelques points de formation et j'y ajouterai ma touche personnelle par quelques explications de biologie moléculaire puisque c'est mon domaine professionnel et je trouve que cela est extrêmement intéressant. En introduction, je vais vous donner la définition biologique du stress. Le stress, c'est l'ensemble des réactions non spécifiques à un agent externe ou interne qui perturbe ou qui pourrait perturber sérieusement l'homéostasie, c'est-à-dire la stabilité de l'organisme. Chez l'homme et les mammifères, en général, les facteurs perturbateurs peuvent être psychiques et les réactions peuvent être autant psychiques que somatiques. Elles trouvent leur origine dans l'hypothalamus et comprennent principalement la sécrétion de cortisol. En sachant que le cortisol est un principal hormone glucocorticoïde sécrété par la corticosurrénale, qui a de multiples effets, tels que des effets anti-inflammatoires, mais également un effet immunosuppresseur, principalement sur les lymphocytes T, c'est-à-dire en fait qui entraîne une baisse de l'immunité. Autrement dit, à chaque fois qu'un individu doit s'adapter à son environnement ou à un changement, un stress se produit. Il existe deux types de stress. Le stress, du grec « e » qui signifie bien, bon, c'est donc un stress positif, accompagné d'émotions positives, agréables. Et le distress, du grec « dis » qui signifie mauvais, et qui est un stress négatif qui provoque des sentiments désagréables. Il existe 3 variables qui permettent de caractériser le stress. La durée et la répétition, l'intensité et la capacité de l'individu à absorber le stress. Il faut savoir que le stress peut s'inscrire dans notre ADN via des mécanismes épigénétiques et être transmissible à la descendance. Je vous fais une parenthèse d'explication biologique. Vous savez que la totalité de l'ADN est présent dans chacune de nos cellules. Pour autant, un neurone ne va pas avoir les mêmes fonctions qu'une cellule hépatique, une cellule de foie, ou encore une cellule pancréatique, par exemple. Elles ne vont donc pas utiliser les mêmes gènes qui sont présents dans l'ADN. De même, selon le moment de la journée, une cellule va recevoir des stimuli différents. Par exemple, après un repas, vous aurez besoin d'insuline. Donc la machinerie cellulaire va se mettre en route pour transcrire le gène en ARN messager qui sera traduit en protéine à l'insuline qui va ensuite faire son travail de stocker le glucose sous forme de glycogène dans le foie et les muscles. Autrement dit, pour imaginer la chose, vous êtes dans une usine qui s'appelle la cellule, avec des chaînes de production, les organites cellulaires, et un bureau, le noyau. Dans ce bureau, vous avez les plans de production, l'ADN, qui y sont enfermés et qui ne doivent pas en sortir. Donc pour transmettre aux chaînes de production les informations, vous devez photocopier les plans de production. L'action de photocopier, c'est la transcription. Les photocopies, c'est l'ARN messager. Vous les transmettez aux chaînes de production qui s'occupent de produire ce qu'il y a à produire, c'est la traduction en protéines. Il existe un autre niveau de régulation de l'expression génique, l'expression des gènes, c'est l'épigénétique, qui se traduit en partie par ce qu'on appelle des modifications post-traductionnelles, donc des modifications qui viennent après la traduction, et qui consistent en résumé en 1. La méthylation, en gros, qui rend vos plans trop compacts pour rentrer dans la photocopieuse. 2. La modification des histones, donc les plans sont plus ou moins pliés et vous n'avez pas le droit de modifier le pliage pour les photocopier. 3. Les petits ARN non codants, comme les micro-ARN par exemple, qui en gros vont venir détruire vos photocopies à la sortie du bureau. Et c'est la méthylation qui peut se transmettre à la descendance. C'est par ce biais par exemple que les enfants des personnes qui ont subi l'Holocauste ont une réponse au stress qui est affectée. Fin de la parenthèse biologique. Ce qui est intéressant, c'est d'identifier les déclencheurs de distress dans sa vie. Par exemple, au travail, le manque de moyens financiers peut être une source de distress. Et d'identifier ses propres signaux révélateurs de stress, comme par exemple ruminer, tourner en boucle, devenir grincheux, ronger ses ongles, ainsi que ses besoins à satisfaire. Il y a 3 types de signaux révélateurs de stress.
les signaux précoces, les signaux avancés et les symptômes physiques. Par exemple, un signal précoce peut être une gêne au niveau du dos. En cas de distress avancé, vous aurez mal au dos. Et puis, si le facteur de distress perdure, le dos bloqué. Ce qui génère du distress, c'est le non-respect de ses besoins. Et à l'inversement, ce qui génère de le stress, c'est le respect et l'accomplissement de ses besoins. Ce qui nous met directement en distress avancé, et donc produit des signaux avancés de distress, c'est le non-respect de ses valeurs. Chaque être humain a 5 grandes valeurs, qui peuvent être par exemple la loyauté, la liberté, l'honnêteté. Quand l'une d'elles n'est pas respectée, cela nous met directement en état avancé de distress. C'est un point sur lequel chacun peut s'interroger. Quelles sont mes valeurs ? Et puis quand on ne va pas bien, on a tendance à moins faire ce qui nous fait du bien et à moins satisfaire nos besoins. Et on entre comme ça dans une spirale dépréciative, un cercle vicieux autrement dit. Une chose importante, c'est de connaître ses besoins et de les satisfaire quotidiennement, c'est-à-dire de faire au moins une action qui comble l'un de nos besoins chaque jour. Il existe 3 types de besoins. Les premiers, les besoins physiques, les seconds, les besoins émotionnels, psychologiques et intellectuels, et les derniers, les besoins spirituels, autrement dit donner un sens à sa vie. Un besoin physique est par exemple le fait de manger. Un besoin émotionnel, psychologique, intellectuel, ça peut être de discuter avec un ami. Et un besoin spirituel, d'apporter sa contribution au monde. Si vous listez vos besoins, vous verrez que certains besoins entrent dans plusieurs cases. Par exemple, faire du sport peut être un besoin à la fois physique et émotionnel, psychologique, intellectuel. Méditer ou lire un livre de développement personnel, par exemple, peut combler à la fois les besoins émotionnels, psychologiques, intellectuels et également les besoins spirituels. Marcher en pleine nature peut combler tous les besoins en même temps. Ce sont des besoins transverses qui vont permettre de remplir rapidement le réservoir de stress. Plus on les met en action, en conscience, et plus on va générer du bien-être et du plaisir, et plus on va être en capacité de prendre du recul par rapport aux situations de vie. Cela a été démontré par IRM. Ce qui est important de savoir, c'est que suite à une situation difficile, le distress redescend par paliers. Donc si un second stress arrive rapidement après un premier stress, on va remonter tout de suite en distress aigu. Donc finalement, on peut se retrouver en distress permanent. De ce fait, on va moins bien dormir. Or, dormir est un des meilleurs leviers de gestion du stress, puisque pendant le sommeil paradoxal, les 2 hémisphères cérébraux vont se reconnecter, permettant ainsi d'assimiler les événements de la journée. Malheureusement, en situation de distress aigu, on se réveille lors de cette phase, et donc on ne désature pas. Et si on ne désature pas, on stresse. Il faut donc anticiper le distress en capitalisant de le stress, du bien-être, et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, combler ses besoins, au moins un besoin quotidiennement, et pour remplir le réservoir de stress plus rapidement, un besoin transverse quotidiennement. On ne demande pas à un téléphone de fonctionner si sa batterie est déchargée. On recharge sa batterie. C'est le même principe. On prend la responsabilité de recharger sa propre batterie pour pouvoir fonctionner correctement. Cela permet de ne pas partir dans une spirale dépréciative, mais dans une spirale appréciative. À un moment donné, il faut s'arrêter et se demander ce que l'on veut. Et pour cela, il faut partir dans une communication assertive. Dans une relation, la communication assertive est le contraire de la manipulation, c'est-à-dire que dans la manipulation, on prend en compte le moi d'abord, alors que dans l'assertivité, on considère moi, l'autre et la situation. Pour cela, en premier lieu, il faut utiliser un langage positif. Dire ce que l'on veut et non ce que nous ne voulons pas, car le cerveau entend l'idée générale et non pas la négation. En second lieu, il faut faire une demande ou une critique constructive en prenant en compte les préférences cérébrales selon Herman. Vous pouvez voir le schéma sur Internet. En gros, vous avez le cerveau gauche et le cerveau droit. La partie frontale, c'est-à-dire l'avant du cerveau, qui emmènera à la réflexion et l'arrière du cerveau à l'action. À partir de là, on divise le cerveau en 4 parties. Une partie
avant gauche, plutôt logique, analytique et factuel. Ce sont plutôt des gens qui ont des facilités à l'école, qui voient ce qui bug et le voient comme un problème. Ils le disent et ils ont un côté qui peut paraître parfois froid et cassant. La partie arrière droite, organisation, structure, planification. C'est un esprit pratique, il a besoin de structurer les choses. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Passer à l'acte. A besoin de savoir comment on le fait, sinon il peut devenir assez psychorigide. Arrière droit, interpersonnel, sensitif, relationnel. C'est quelqu'un d'imaginatif, intuition relationnelle, hyper empathique, qui déteste les conflits, voire qui se mêle de ceux des autres pour essayer de les résoudre. Ils ont besoin d'une bonne ambiance, facilitateur asséné, ils aiment inclure les gens et tout le monde. Avant droit, global, intuitif, imaginatif. C'est quelqu'un qui réfléchit en mode intuitif, un Steve Jobs. En mode projet global, a besoin de rêver, peut être assez bordélique, peut passer d'une idée d'une minute à l'autre. En fait, 58% des êtres humains ont deux préférences. Ils utilisent principalement deux parties du cerveau. 34%, trois préférences, 5%, une seule préférence et 3% utilisent les quatre parties. Donc pour faire une demande et être sur la même longueur d'onde que votre interlocuteur, il faut faire appel à ces quatre préférences. Et pour cela, on utilise le desk. On demande un changement pour que la relation soit meilleure. En petit 1, on va décrire les faits avec objectivité et concision de manière synthétique. C'est le D. On va utiliser plutôt la partie avant-gauche du cerveau. On ne dit pas tout le temps, jamais. Il faut être précis sur le nombre de fois où la chose s'est produite. Et cela oblige à mettre en lumière le déclencheur. Le E, exprimer son ressenti, s'impliquer avec le je. On va utiliser plutôt la partie arrière-droite du cerveau, c'est le signal. Par exemple, je suis encore en colère. Il faut essayer d'être sur une émotion primaire. Plus on est sur une émotion primaire, plus le message va être écouté. Ne pas dire tu, car l'autre va se replier ou contre-attaquer. Et puis on enchaîne avec le S. Proposer une solution, un besoin, de manière concrète, précise et positive. Par exemple, je te propose, ce qui veut dire j'ai besoin de. Là, on va utiliser plutôt les parties arrière-gauche et avant-droite. On va donner la checklist de ce que cela signifie pour nous. Écoute. Donc, par exemple, pose son téléphone. Et puis le C, les conséquences bénéfiques pour l'autre, pour soi, pour l'environnement. Cela permettra de, par exemple, montrer à l'autre quel bénéfice il pourra avoir à ce changement. Si on se trompe, l'autre entendra quand même qu'on s'est intéressé à lui. Pour toi, cela va permettre, etc. Et puis on termine par une question qui implique l'autre et qui ouvre au dialogue. Par exemple, qu'en penses-tu ? Si on ne l'ajoute pas, on va se mettre en position de persécuteur, sauveur. Je fais référence au triangle de Chapman. Qu'est-ce que tu en penses ? Si l'autre n'est pas d'accord, eh bien on peut demander pourquoi. Je comprends bien que, et puis on reformule en mode écoute. On met à égalité les besoins. Il n'y a pas d'écrasement du besoin de l'un ou de l'autre. Et pour cela, on n'utilise pas le mais, car le mais écrase. Par exemple, je comprends bien que tu arrives en retard tous les jeudis, mais moi, j'ai besoin de partir plus tôt. Mais ça met la deuxième partie de la phrase en supériorité. Donc on utilisera plutôt « et aussi » pour mettre les besoins de chacun à égalité. Et aussi, j'ai besoin de partir plus tôt ce jour-là. J'associe et j'affirme, je réaffirme mon besoin. Je ne mets pas non plus le besoin de l'autre en supériorité du mien. Donc à ce moment-là, je peux poser la question « alors, comment fait-on » Je nous co-implique dans la recherche de la solution. Et puis, quand on trouve un accord, je reformule l'accord, je le fais valider par mon interlocuteur et je planifie l'action. S'il est d'accord tout de suite, eh bien je reformule l'accord et je le fais valider de manière engageante avec un oui. Et nous planifions l'action. Et puis, pour respecter ses besoins, il est aussi important de savoir dire non. Quelqu'un nous demande quelque chose, nous ne sommes pas d'accord. Dans un premier temps, on peut poser une question ouverte. Pourquoi ? Ou reformuler ce qu'on nous demande et demander une validation. Si je comprends bien, nanani nana, tu me demandes ceci, cela, c'est bien cela, avec intonation de surprise, ce qui donne à entendre la demande à l'autre. Et pour nous, cela permet de prendre du recul avant de répondre. On cherche un petit peu ce qu'on va pouvoir dire. Et puis finalement, on répond non, et pas je suis désolé, c'est impossible. Et pas, ce n'est pas possible, puisque le cerveau n'entend pas la négation. La personne va entendre, c'est possible, ah, tiens, il y a moyen de marchander. C'est impossible, être ferme. Et puis donner une explication, différente d'une justification qui en fait des tonnes. Parce que, et on donne une explication de manière concise.
Parce qu'une justification, ça génère suspicion et culpabilité. On justifie quand on a commis une faute et qu'on cherche à se faire pardonner. Si on s'adresse à un cerveau partie avant gauche, on fait très concis. Et puis on peut préciser, ce n'est pas contre toi. Et on finit par une ouverture, par la proposition. Je te propose, et là on propose une vraie solution. Sinon, on précise, je n'ai pas de solution. Ce qui montre quand même qu'on prend en considération la demande de l'autre et on le réimplique. L'autre entend solution, ce qui signifie qu'il en existe une, et finalement c'est à lui de la trouver. Et si l'autre n'a pas compris, eh bien on utilise la technique du disque rayé. On reste en posture de sphinx, ancré, j'ai bien compris. Et non, comme je te l'ai déjà dit, on reste avec la même explication, comme je te l'ai expliqué, parce que patati, comme je te l'ai proposé, même proposition que tout à l'heure. Mais parfois la personne n'entend pas parce qu'elle ne demande pas, mais elle exige. Et puis il y a des personnes qui ne supportent pas d'être frustrées. Là, par contre, c'est pas la peine de changer pour eux. C'est comme la frustration d'un enfant, il faut lui apprendre qu'après ne pas avoir obtenu l'objet de son désir, le bonheur revient. Si on n'apprend pas la frustration à un enfant, on le met en position d'insécurité toute sa vie. Et le moindre non sera littéralement un drame. Et dans la vie, je sais qu'on en a des noms. Et puis dernier point de cette formation dont je voulais vous parler, ce sont les 5 langages de l'amour ou les 5 langages de la reconnaissance. On a tous besoin d'amour et de reconnaissance et il existe 5 types de langages. Le contact physique, le moment privilégié, la parole valorisante qui implique le jeu, le service rendu spécifique et le cadeau spécifique. Une ou deux nous nourrissent particulièrement et cela reste personnel. Souvent, on fait bien ce que l'on a reçu dans sa jeunesse. Mais on ne peut pas deviner les langages que l'autre préfère et inversement. Il faut l'exprimer et le demander à la personne à laquelle on souhaite donner de l'amour et de la reconnaissance. Et puis, dans une relation quelle qu'elle soit, c'est comme pour les avis sur Internet ou l'ambiance au travail. Il faut 3 positifs pour compenser un négatif. D'où l'intérêt du desk, que je vous expliquais tout à l'heure, et de l'abondance de dons. Cette formation m'a passionnée et j'espère que ce podcast vous a plu, que ces quelques pistes de réflexion vous aideront à générer un maximum de stress. À bientôt!